Bonjour et bienvenue dans ce 43e épisode de Quantum, le rendez-vous de l'écosystème quantique et de l'actualité quantique. Toujours avec l'incroyable et prolifique et infatigable Olivier Ezrati qui cherche à tout savoir sur le quantique. Je pense qu'il n'en verra jamais le bout. Ça va Olivier? Ça va, au taquet, comme d'habitude. Au taquet, oui, ben je peux confirmer. Préparez-vous. Si vous aviez prévu de n'y passer qu'une demi-heure, je pense que nous allons dépasser. Donc, prévoyez soit de rallonger votre promenade dominicale, soit eh bien, vous les ferez en deux fois. Hein. Mais On peut on est en accélérer aussi, hein. Ça ou peut en être- accéléré comme certains le font. Il paraît qu'on peut nous écouter en x2. Ça doit être quelque chose. Alors, on va revenir sur les événements passés, Olivier, et on va commencer avec un qui s'est passé à Paris, qui est le Locaton de Candela. C'était les 7, 8 et 9 novembre. C'était à la fac de Jussieu. C'est en partenariat avec KIX, le hub quantique de Sorbonne Université, OVH Cloud et le GNC. On y participait pas mal d'élèves du master quantique de l'ENS Paris, tout en fin de cycle de l'école polytechnique centrale Supélec et de l'ENS. Et puis, je crois qu'il y avait aussi Alexis Offev qui a fait une petite intervention, une keynote en entrée pour la QEI, c'est ça? Oui, oui, elle a présenté surtout les fondements scientifiques de la Quantum Energy Initiative. Et d'ailleurs, je fais une petite introduction juste avant, parce on était en avance, en fait. C'était juste après toi et après Sabine Maire qui faisait l'introduction en tant que sponsor de l'événement, hein, pour OVH et pour le GNC. Oui, exactement. Et donc, c'était un hackathon. Hein, c'était le premier hackathon où on utilisait l'émulateur Perceval de Candela. Est-ce que tu te souviens un petit peu des sujets qui ont émergé grâce à ça? Non, Les pas des différentes sujets. Par contre, ce qui était intéressant, c'est que les équipes étaient assez impressionnantes. J'ai assisté au pitch des projets. Je ne sais plus combien il y en avait, je crois plus d'une dizaine. C'était assez marrant parce que tu vois des jeunes qui ont de l'ordre de 23 ans, enfin qui sont en master et qui maîtrisent déjà très bien tout le jargon du domaine du calcul quantique, qui savent ce que c'est que les qubits photons, qui ont une vision assez large et 360 du sujet. Alors, visiblement, ça peut être lié à ceux qui interviennent, ce qui n'est pas le cas des autres de l'équipe, mais enfin, c'était assez impressionnant. Et ce qui était très intéressant aussi dans ce hackathon, c'est de voir à l'œuvre les outils de Perceval, donc développé par Jean Senelard chez Candela, qui permettent à la fois de faire d'émulation, mais aussi d'accéder aux ordinateurs quantiques de Candela avec quelques qubits. Donc, Oui, exactement. Là, on pouvait se voilà. connecter via le cloud, via Mm. OVH d'ailleurs, en fait, et utiliser les machines à 2 qubits pour faire tourner ce qui avait été préparé sur les émulateurs, pour voir en fait si ça tourne. Hein. Alors, quel est l'intérêt de faire ce type de hackathon? Pour ceux qui participent ou pour l'organisateur, Bah, pour les deux. c'est asymétrique. Alors, pour les participants, c'est un moyen d'apprendre à développer sur un nouvel outil en mode un peu fast track, hein, même si je pense qu'ils avaient commencé à potasser le sujet un peu avant. C'est un moyen de travailler en équipe, c'est un moyen de découvrir aussi d'autres personnes qui s'intéressent au même sujet. Alors là, fondamentalement, la plupart des participants, c'était des jeunes, hein, donc en master, voire des thésards de l'équipe, notamment de Pascal Sonnellard au C2N, ce qui n'est pas une grande surprise, mais d'autres thésards du LIPSIS. Et d'ailleurs, le jury, c'était un mélange de gens du C2N et de l'IPSIS et de Candela. Bon, c'est la mise en réseau des gens, en fait, qui compte. Hein. Mais c'était impressionnant, et je crois qu'il y avait plus de 50 participants Alors, au plus de moment du 65, pitch. hein. Plus de 65, voilà, 65 tu vois. inscrits. Il y avait quand Et même beaucoup d'étudiants qui venaient de l'étranger aussi, en fait. C'est ça qui avait. alors, il y avait des étudiants qui venaient de l'étranger. Alors, soit c'est des étudiants qui sont déjà insérés dans les formations ou les thèses organisées en France, soit ils venaient carrément d'étrangers. J'ai vu une Russe qui venait de je ne sais plus où, des États-Unis, qui était venue pour ça. Oui, ça attire du monde. C'est bien. Alors, vu de Candela, évidemment, c'est un moyen de développer son écosystème. C'est-à-dire que plus il y aura de gens compétents sur leur technologie, plus il y aura de gens qui comprendront la manière dont on programme les qubits photons, mieux ce sera pour eux. Donc, c'est symétrique. Hein. Il y a des besoins des deux côtés. Alors, un autre événement qui a lieu en parallèle, c'était la conférence Optica, une conférence internationale, donc les 8 et 9 novembre, au siège d'Exail, qui est le nouveau nom d'XBlue, et c'était à Saint-Germain-en-Laye. Est-ce que tu y es passé? Oui, alors malheureusement, je n'ai pas pu assister aux 2 jours en entier, j'ai assisté qu'à une demi-journée. Et alors, c'est une conférence qui, en fait, regroupe les principaux acteurs du secteur privé de la photonique. Et qui dit photonique dit aussi
ceux des acteurs du quantique qui utilisent des photons d'une manière ou d'une autre. Donc, par exemple, il y avait des acteurs des atomes froids, comme Pascal ou Colquanta, et puis il y avait aussi des acteurs des ions piégés. Je crois qu'IonQ intervenait, et à l'échelle mondiale, évidemment. Et l'autre point d'orgue de cet événement, c'est qu'il y avait l'intervention, la première matinée, d'Alain Aspect, qui bat la campagne en ce moment avec son prix Nobel. Hein. Il intervient à beaucoup d'endroits. Il est ultra demandé. Il est très demandé, mais il intervient apparemment à plein d'endroits. Et il a fait une longue intervention classique où il reprend l'histoire de la seconde révolution quantique. Et ce qui est très intéressant dans les interventions d'Alain Aspect, c'est qu'il fait le lien entre la recherche fondamentale, dont il est un peu un des exemples, et la transformation de toute cette recherche en start-up, en innovation industrielle, en technologie. Et il est un grand apôtre de cette transformation. Donc, c'était assez intéressant. Puis il y a Philippe Granger qui intervenait, je crois, le lendemain. J'ai rencontré, moi, évidemment, plein de gens sur place, de start-up étrangères ou françaises. Et notamment, j'ai rencontré Bruno Desruelles qui m'avait invité à cet événement et qui m'a un peu mis à jour avec les équipes d'IXBlue et Exile maintenant sur non pas simplement les gravimètres, mais les centrales inertielles à 3 dimensions qui seront basées sur des atomes froids. Donc ça, c'est un nouveau projet que gère Exale qui est assez intéressant. Alors tiens, en parlant de changement de nom, je vais quand même te laisser l'insérer dans le déroulé de cette émission. Il y a une start-up qui a changé de nom aussi encore cette semaine. Oui. Alors c'est la mode en ce moment, dans certains cas. C'est Colquanta, justement, qui, cette semaine, annonçait qu'il changeait de nom. Il s'appelle Inflection. Inflection, ok. Avec un Q aussi. Avec un Q. Ça fait un peu Nolan hein, dans l'esprit. Hein. Et c'est un changement de nom qui intervient quelques jours après une levée de fonds de 111 millions de dollars. Et alors aussi curieux que ça puisse paraître, Colquanta, qui est connu pour ses ordinateurs quantiques à atomes froids, enfin, qui est un concurrent de Pascal, hein, tout simplement, en fait, quand ils ont fait leur dernière levée de fonds, ils l'ont fait surtout pour développer leur activité de capteurs, en fait, à base d'atomes froids ou d'atomes neutres. Donc, ils sont un peu sur les deux à la fois. Alors, est-ce que inflexion veut dire qu'ils vont revenir aux capteurs et abandonner l'ordinateur quantique? Je ne crois pas trop. Mais bon, voilà, changement de nom. Bon. Alors, je vais te donner une tâche, hein, une page de plus, voire même 2 pages de plus à faire dans ton bouquin pour l'année prochaine. Il va falloir que tu nous fasses les évolutions des logos avec les noms pour qu'on puisse s'y retrouver. Parce que à force de tous ces changements, on va donc avoir une timeline avec les changements et les dates, ça peut être bien. Ou les rachats. Tu sais, ou une espèce de petit BI Ball comme tu connais, où tu sais, comme avec Pascal, avec… Oui, le Pac-Man. Alors, les rachats, ils sont déjà dans une rubrique dans la dernière version du livre qui porte sur les disparitions ou les acquisitions. Bon. Donc, il y a quelques disparitions et puis il y a pas mal d'acquisitions, même si pour l'instant, il n'y en a pas énormément. Donc, oui, alors j'ai plein de schémas en tête pour la prochaine version. C'était juste pour te donner une petite broutille en plus à faire, tu n'es plus à ça près. Passons à un événement suivant qui avait lieu lui aussi le 8 novembre. C'était le lancement de UQCSI, l'European Quantum Software Institute, qui est une initiative pour créer des instituts de recherche en logiciel quantique financés par l'Union européenne. Ça regroupe l'initiative, donc regroupe PCQT avec Yordanis Kyrielidis, PQI au Portugal avec Yasser Omar, QMAT à Copenhague avec Mathias Christland, QSoft à Amsterdam avec Harry Burman et TU Munich, Robert Koenig. Et pour terminer, l'Université de Lituanie, Andris Ambeinis. Ça fait pas mal de monde. On intrigue tout ça? Oui. Alors, pour ce qui est de Paris, PCQT, c'est l'écosystème de Paris qui est co-dirigé par Yordanis et par Eleni Demonti. Ouais. En fait, cette annonce, j'y étais pas, ça a duré 2 heures, je crois. C'était en même temps que les autres événements qu'on évoque là. En fait, c'est une annonce d'une sorte d'institut qui va être délocalisé sur plusieurs endroits en Europe, mais ils n'ont pas encore les budgets. Donc, il faut qu'ils trouvent les budgets européens pour financer ces centres de recherche. Mais c'est bien, ils annoncent la chose et après, ils vont chercher de l'argent. C'est ça l'idée. Au moins, ça se fédère pour travailler. C'est pas bête parce que l'Europe a besoin d'unifier un certain nombre d'efforts dans la recherche. Et si on commence par le logiciel, pourquoi pas, quoi. Oui, surtout que c'est là où maintenant il faut qu'on développe beaucoup, en plus de logiciels quantiques, parce que les machines, on a de quoi faire en hardware. Maintenant, il faut que ça se coordonne. Mais il va falloir faire tourner plein de choses sur ces belles machines quand elles vont arriver, ou au moins sur les fameux émulateurs.
Bon, et au même moment, il y avait l'EcoEx de OVH Cloud à l'Olympia. Donc, c'était Exactement. OVH qui faisait son grand show et qui mettait bien en avant le pari dans le quantique. Alors, c'était illustré par une interview enregistrée d'Alain Aspect par tes soins. En fait, c'était toi aux commandes. Exactement. Et donc, suivi d'un panel que tu animais avec Maud Vinet, donc, dont on peut maintenant dire qu'elle est la CEO de Sequence, on va y revenir, Mhm. Valérie Anguez, CEO de Candela, et Christophe Legrand, qui est le VP EMEA de Pascal. Et puis, bon, tu as animé ça, ça a duré, je sais pas, 10-15 minutes, c'est super. Et puis surtout, j'ai vu Octave Klaba, le fondateur, et Michel Paulin-Dégé, qui affirmaient l'engagement d'OVH Cloud autour du quantique. Et Ouais. maintenant, tu en es officiellement en charge, si j'ai bien compris. Exactement. Alors, c'était en effet une séquence, c'était une demi-heure sur les 2 heures de show, donc c'est pas rien quand même pour OVH. Ça montre que l'engagement, ça y est, Octave, il a vraiment envie qu'on s'engage vers le quantique et que ça se transforme. Donc, en effet, j'ai été nommée Quantum Lead, donc j'essaye de coordonner tout ça à l'intérieur d'OVH puisqu'il va y avoir plusieurs sujets et de les aider à monter les équipes et à trouver les bonnes personnes. C'était aussi donc parler de ce qu'on allait faire. Donc l'interview d'Alain, c'était bien, ça permettait de comprendre et de passer le message de il est temps que l'industrie française s'y mette. C'est une chose importante, c'est que il y a les financements européens, mais pour que ça se transforme, même s'il est un peu tôt et qu'on n'a pas encore tous les cas d'usage, il faut que chaque grande entreprise française commence à réfléchir et à mettre soit des étudiants à travailler sur des sujets, soit à constituer des petites équipes pour être prêt dans 5-10 ans quand il va y avoir des vrais cas d'usage qui pourront tourner. Et il faut commencer à travailler les algorithmes et le software. Et c'est aussi une des ambitions d'OVH, donc c'est d'offrir l'accès aux machines dans le cloud et aux émulateurs pour les écoles pour aider à former, pour la recherche aussi, s'associer au GENSI sur le sujet, pour se partager le pipe, hein, parce qu'il y a différents cas en fait, de recherche ou pour les étudiants, et tout, le GENSI ne pourra pas accueillir tout le monde gratuitement, mais nous, on pourra prendre certains des projets. Et puis, de commencer à offrir de la formation certifiante. Et ça, c'est de la collaboration avec les startups qui font le hardware et le software. Et c'est super passionnant, on est tout au début. Mais en tout cas, voilà, il y a une vraie ambition, il y a un budget, il y a plein de choses qui vont se faire. Et donc là, on discutait de tout ça. Donc c'est faire prendre conscience que c'est maintenant qu'il faut y aller et que chaque entreprise doit se poser la question de qu'est-ce qu'elle pourrait faire sur le quantique. Et on a bien vu que dès qu'il y a soit de la simulation, soit de l'optimisation, en fait, tout le monde est concerné. Et puis, bon, il y a le sujet du quantum machine learning, de la QML aussi, qui commence à faire frémir un petit peu plus. Tu peux quand Donc même préciser les choses. Refais un catalogue de ce qui est disponible aujourd'hui chez OVH concernant le quantique. Parce qu'il y a des choses qui sont disponibles concrètement. oui, donc il y a accessible en ligne en version alpha, donc Perceval de Candela. Il faut aller dans les notebooks qu'il y a pour l'instant, puisque c'est un notebook, hein, et ça permet de tester. Et quand on est une startup, on n'a pas à payer les CPU pour faire tourner cet émulateur, c'est gratuit. Et quand on est une entreprise, on paye que justement les CPU. Et pour l'instant, l'émulateur est gratuit en tant que tel. Et puis, alors, il y a un POC qui est fait, mais ça, c'est Pascal qui fait le POC avec 2 clients, qui a raccordé ces machines dans le cloud via OVH. Voilà, mais il va bientôt y avoir d'autres annonces, il y a d'autres émulateurs qui arrivent et je pourrais en dire plus. Normalement, la prochaine annonce devrait être en janvier, si tout se passe bien. Mais il n'y a pas une annonce avec Atos qui a été faite? On a acheté une QLM d'Atos qui peut aller jusqu'à 38 qubits. Donc, elle est en cours de raccordement. Donc, la suite au prochain épisode aussi. Il y a des petites choses qui vont arriver, en effet. D'accord. Non, mais c'est important de le signaler. Même. Il me Non, semblait que c'est vrai c'était qu'on avait fait officiel. un gros communiqué de presse en juin sur l'annonce de l'achat de la machine d'Atos. Elle a été installée dans le data center de R&D dans la région de Roubaix pour les tests. Et dès que tout sera bien testé, etc., et qu'elle sera intégrée à la plateforme d'OVH, parce qu'il y a ça aussi, ça sera mis en ligne et il y aura des offres de fait. Mais, Alors, il y ça, a un truc que je n'ai pas réussi à élucider. Ça veut dire quoi, EcoEx, le nom de l'événement d'OVH? écosystème expérience. Je m'en doutais qu'il y avait l'écosystème, mais bon, ouais, d'accord.
Écosystème expérience. Ouais. Non, Et donc là, c'est écosystème expérience on stage parce que c'était sur la scène de l'Olympia. c'est cool de faire l'Olympia quand même, hein, c'est pas mal. Oui, parce qu'Octave, il a quand même sorti son groupe, ils ont joué de la musique. C'était un format Il y un avait peu du monde, hein, original, hein, on n'avait pas encore fait ce genre de il choses. y avait 1000 personnes à peu près, hein, c'était pas mal. Il y avait 1200 inscrits, je pense qu'il y avait bien 1000 personnes dans la salle. Ouais. Donc c'était très Alors au sympa. même moment, j'ai repéré un truc quand même intéressant, c'est qu'en Allemagne, eh bien, une initiative voisine de celle OVH a été lancée par un groupe qui s'appelle Ionos. Donc Ionos, c'est là où j'ai mon blog en fait. C'est le one and one où j'ai mon blog depuis plus de 15 ans. Et c'est un peu l'OVH allemand, hein, pour faire simple, hein. Alors, je ne sais pas s'ils font d'hébergement d'entreprise comme OVH. En tout cas, ils font du mutualisé. Ils ont une offre assez large. Et alors, eux, ils ont trouvé le moyen de se faire financer par le gouvernement allemand, par le ministre de l'économie, hein. Et donc, même si le montant n'a pas été précisé, ils ont quelques partenaires comme QMware, comme l'Université de Stuttgart et le Fraunhofer. Et bon, bah, ils lancent aussi une offre dont les contours ne sont pas très clairs, mais qui vise à, j'imagine, à permettre d'accéder en Allemagne à des outils d'émulation et plus tard à des ordinateurs quantiques. Mais c'est marrant, il n'y a pas qu'OVH en Europe. Mais vous étiez les premiers, c'est sûr. On est les premiers, on est leader européen et depuis la semaine dernière, on a clairement été identifiés comme les seuls Européens dans l'IDC, hein, face aux Américains et aux Chinois. Donc, on a une bonne taille pour l'Europe et par rapport aux ambitions mondiales. Après, il y a plein de choses à faire et je pense qu'il y a beaucoup de place pour tout le monde. En tout cas, le cloud est un marché, hein, qui est en pleine expansion. Donc voilà. Mais c'est bien si le cloud européen commence à monter en puissance et que c'est bien qu'on ne soit pas les seuls, je trouve. Oui, c'est bien. Donc voilà. Un autre événement aussi, qui était la conférence Innovax. Ça, c'était fin novembre. Tu y intervenais à Grenoble avec Scénariser votre futur sur le quantique, organisé par le groupement donc, de la recherche Innovax en sciences sociales de l'innovation. Alors oui, c'était assez original, hein. Je n'étais jamais intervenu dans un événement de ce type-là. C'est un événement qui visait à associer les chercheurs et étudiants en sciences sociales et ceux qui sont dans le domaine des technologies quantiques pour réfléchir à l'impact social de ces technologies dans le futur. Et l'opération a été lancée notamment par Fabrice Forest, qui est chercheur et qui dirige ce groupe de recherche CNRS Innovax, et puis deux jeunes avec qui je suis en relation depuis presque 2 ans, d'ailleurs via le truchement d'Alexia Ofev, qui m'avait mis en contact il y a longtemps. Donc Arnaud de Vélis et Thibaut Ponchon. Et donc ça fait presque 2 ans maintenant que je discute avec eux des questions sociétales des technologies quantiques. Et l'idée, c'était pour ce qui me concernait, et un certain, alors j'ai oublié son nom, c'est Nicolas Nova, je crois, qui présentait la méthodologie avant moi, et moi-même qui essayais de dresser un tableau de ce que sont les technologies quantiques et les domaines d'usage. Et l'idée, c'était de faire gamberger un peu les gens après dans des groupes de travail. Donc, j'ai fait des photos de plein de posters avec les réflexions des uns des autres et sur la manière dont les technologies quantiques pourraient impacter la société. Mais ça, c'est le début d'un processus qui va durer plusieurs mois, si c'est années, piloté par ce groupement de recherche qui se pose des questions intéressantes sur les technologies quantiques. Alors, moi, j'ai une manière de présenter les choses qui est un peu radicale, c'est que moi, ils me demandaient de faire la fiction dans le futur. Moi, je leur disais, mais on est déjà dans la fiction dans la mesure où pas mal de gens dans ce milieu, notamment autour du calcul quantique, présentent déjà des cas d'usage qui relèvent de la fiction, parce qu'ils nécessitent des milliers de qubits logiques qui ne sont pas prêts d'arriver. Donc, on est un peu déjà dans ce modèle-là, quoi, de fiction au présent, quoi, de fiction conjuguée au présent, et dont le devenir est loin d'être certain. Donc, c'était intéressant comme démarche, quoi. Et puis alors, tu nous as remis le lien, c'était la journée quantique minalogique du 4 octobre. Ça y est, les vidéos et supports de présentation sont en ligne. Donc, on vous mettra le petit lien. Si tu veux redire un petit peu ce que c'était pour inciter C'est les un gens. événement qui était organisé pour la 3e fois. D'ailleurs, pour la 3e fois, j'intervenais. Et cette fois-ci, je faisais un keynote avec Maudinet pour donner un peu l'état de l'art des technologies de calcul quantique et leur évolution sur un an. Et il y avait plein d'interventions intéressantes dans cette journée. Alain Sterabot, qu'on a reçu il n'y a pas longtemps dans Décode Quantum. Il y avait Ségolène Olivier Duletti, il y avait Sabine Maire de mémoire, il y avait, je crois, c'était Shane Mansfield de Candela, il y avait Neil Abrou, enfin, il y avait beaucoup de monde. Et les vidéos sont intéressantes pour ceux qui veulent faire le point sur ces différents sujets.
J'en ai oublié parmi les intervenants. Donc, il me demande s'il n'y avait pas Olivier S aussi d'Atos. Donc, en fait, non, c'était intéressant. Il y avait vraiment beaucoup de sujets abordés. Et il y avait d'ailleurs un panel à la fin sur les capteurs qui était animé par Audrey Bienfait, qui est chercheuse à Normal Sup Lyon, dans l'équipe de Benjamin Huard. Donc, c'était une journée de belle facture, je trouvais. C'était le jour d'ailleurs où avait été annoncé le prix Nobel d'Alain Aspect. Donc, ça nous avait occupé un peu pendant Ça la vous journée. avait occupé, ça avait dû mettre de l'ambiance. Exactement. Alors, là, ces derniers jours, le World Quantum Congress à Washington, D.C., les 29, 30 novembre, puis mai, décembre, un village français avec Pascal, Candela, Alice and Bob et Sequence. Et Emmanuel Macron qui a même fait des tweets sur la PQC, une réception à l'ambassade de France avec la délégation qui a été menée par Business France. Belle délégation. Est-ce que tu as pu voir un petit peu comment ça se passe? Qu'est-ce qui s'est passé autour de ça? On a vu quelques photos passer en effet sur les réseaux sociaux, mais On a vu passer ça de loin, notamment par les retours de Frédéric Barbaresco de Thales qui nous briefait au fil de l'eau, et Neil Labro aussi. Moi, j'aurais bien aimé y aller, toi aussi. On n'a pas pu parce que nos agendas ne le permettaient pas, mais j'y serais bien allé. Ça n'avait pas l'air d'être un grand événement. Les photos ne donnaient pas l'impression qu'il y avait beaucoup de monde. C'était surtout, disons, un événement assez politique, j'ai l'impression, dans le contexte américain. Et par ailleurs, il y avait la présence du président de la République dans sa visite d'État aux États-Unis qui donnait de l'écho à cette histoire-là. Donc, alors, on peut décrypter un peu ce qui s'est passé sur l'histoire de la PQC, parce qu'effectivement, Emmanuel Macron s'est fendu d'un tweet pas forcément compréhensible par le commun des mortels, et c'est pas la première fois, mais même hors du quantique. Donc, il annonçait en fait que pour la première fois, l'ambassade de France aux États-Unis avait reçu un message qui était chiffré avec une clé transmise avec un protocole de PQC. Et derrière cette prouesse, si c'en est une, il y avait Cryptonext Sécurité, qui est notre fleuron dans le domaine en France, et qui cherche à avoir des clients, qui bosse déjà avec les DGA dans des applications diverses et variées côté militaire. Et donc, ça leur donne une belle carte de visite d'avoir expérimenté ça. Mais je crois que c'est la première fois que ce genre d'expérience, en tout cas, a été affiché de manière publique. Ça n'a rien d'extraordinaire en soi, parce que les protocoles de PQC, les systèmes de création de clés publiques à base de post-quantum cryptographie, ils existent. Ils ont été notamment pré-standardisés avec 4 protocoles, dont un proprement dit sur des clés du NIST en juillet dernier. Il y a beaucoup de Français qui sont contributeurs. Cryptonext est un acteur du marché. Bon, c'était logique que des expériences de ce type-là soient menées, quoi. Donc, c'était marrant. Alors, ce qui est rigolo, c'est de voir les retours des gens en commentaire sur le tweet de Macron, parce que, alors là, ça part en sucette, parce que, évidemment, tout le monde ne comprend pas de quoi il s'agit en détail, donc ça fait gamberger les gens sur des théories du complot diverses et variées. Bon, c'est un peu du grand n'importe quoi. Alors, il y avait ce village, effectivement, français qui était piloté par Business France, avec quelques-unes de nos startups. Donc, dans le calcul quantique, il y en avait 4 quand même, Pascal Candela, Alice and Bob et Sequence. C'est la première fois que Sequence sortait du bois à l'étranger, notamment, puisque l'annonce de leur création a été faite ça a été quelques annoncé jours la avant. veille, Voilà. donc c'était C'était préparé. annoncé juste avant, quoi. Donc, C'était officialisé. c'était bien synchronisé. Ouais. Bon, et puis alors, on va passer aux événements à venir. Donc, c'était déjà pas mal chargé en novembre, beaucoup au début, puis à la fin du mois. Et là, il y en a d'autres qui arrivent à ne pas rater. Il y a l'IEDM avec Maude, avec une plénière. Qu'est-ce que c'est, ça, l'IEDM? C'est une conférence qui n'est pas très connue dans le monde du quantique, parce que c'est une conférence sur les semi-conducteurs qui a lieu en Californie tous les ans, en décembre. Et les équipes françaises qui travaillent dans les semi-conducteurs, notamment du LETI à Grenoble, ils y vont régulièrement. Et il y a plein d'interventions de chercheurs français, dont Maud Vinet, qui va faire un point sur le calcul à tolérance de panne avec des qubits de silicium. Et c'est à l'occasion de la publication d'un papier, d'ailleurs, dont je suis un peu contributeur, parce que j'ai aidé à rédiger la partie qui concerne les technologies habilitantes. Et elle fait une intervention en plénière, donc c'est bien. Mais c'est tous les ans, ça. Juste après, ou en tout cas quasiment en même temps, il y a aussi la Q2B de QCware, toujours aux États-Unis. Donc, nos petits amis de Pascal et Isen Bob, ces 12 qu'on est là, ils y restent. Du coup, ils ne rentrent pas. Mais ils restent aux États-Unis. Là, ils font 2 semaines aux États-Unis, certains. Là. Ils ont aligné les événements. Et j'imagine des visites business, j'espère, en parallèle. Alors, cette conférence, elle existe depuis 2017 de mémoire. Elle est organisée par QCware.
Donc, on y trouve évidemment Yordanis Kerenidis qui intervient, puisqu'il travaille chez eux. En plus des gens que tu as cités, il y aura aussi Jean-François Bobier Jean-François du Bobier du BCG, BCG. qui est un intervenant, je dirais, régulier chez eux, qui publie ses études de marché sur les cas d'usage. Il y a Thierry Botter, qui est le délégué général de Quick, consortium européen, qui interviendra. Et ça a lieu à Santa Clara, dans la Silicon Valley. Alors, en général, on arrive à récupérer les slides et les vidéos quelques semaines ou mois après la conférence. Et il y a aussi John Preskill qui intervient là souvent. Et donc, John Preskill est censé faire des annonces tonitruantes, souvent, enfin, pas tonitruantes, mais disons qu'en gros, il fait un point sur l'état de l'art de la technologie. C'était là où, il y a 2 ans, je dirais, les débuts d'Amazon dans le calcul quantique avaient été annoncés, en fait, il y a 2 ans. Donc, voilà, il y aura peut-être d'autres choses annoncées, quoi. Alors, un autre événement, c'est la conférence GDR-RO sur la recherche opérationnelle. Elle a lieu à l'Université de technologie de Troyes du 17 au 21 avril. Alors, c'est au printemps, hein, mais c'est bien comme ça. Pour ceux que ça intéresse, ils peuvent mettre dans leurs agendas. Emerging Optimization Methods from Meta-heuristic to Quantum Approaches. Rien que ça. Traduction. Traduction. Alors, il se trouve que j'ai eu à intervenir, et je ne serai pas seul évidemment, mais c'est une initiative intéressante parce que ce qu'on appelle un GDR, on a déjà cité des GDR dans nos podcasts, un groupement de recherche, c'est en gros une fédération de chercheurs issus de plusieurs laboratoires de recherche au CNRS et qui sont sur un domaine précis. Alors, il y a le GDR ICFA qui a organisé sa grande conférence annuelle il y a quelques semaines, on en a déjà parlé par le passé, et là, c'est un autre GDR qui est sur la recherche opérationnelle. Alors ça, c'est un domaine des mathématiques et un domaine de l'informatique qui vise à résoudre des problèmes d'optimisation divers et variés avec des méthodes plutôt classiques. Et donc, ces gens-là, c'est naturel qu'ils s'y intéressent au calcul quantique. Et d'ailleurs, dans ce GDR, ils ont un sous-groupe qui s'intéresse à la recherche opérationnelle quantique. Et donc, dans cette conférence qui va durer 2 jours de mémoire, il va y avoir des interventions à la fois de spécialistes du domaine et des tutoriaux par des gens qui sont plutôt du monde du quantique. Alors, dans les noms qu'on connaît, à part moi-même, il y a Olivier S. d'Atos qui intervient, il y a Simon Perdry qui va intervenir, et des chercheurs comme Anita Schobel, des étrangers comme Fred Glover, que je ne connais pas du tout. Donc, je vais découvrir à cette occasion-là. Donc, c'est intéressant parce que ça permet de brasser des gens qui ont des compétences sur des domaines différents. Donc, c'est pour ça que je soulignais cette conférence. Mais ce n'est pas évidemment la seule conférence qui va avoir lieu au début de 2023. On en trouvera d'autres d'ici là. Oui. Il y en a pas mal. Et d'ailleurs, booquez vos agendas pour le 13 juin pour France Quantum. C'est important. Et voilà, oui. La veille de Vivatech. Alors, on va repartir sur l'actualité des startups. On a vu qu'elles étaient présentes à pas mal d'événements, mais il y a aussi des choses qui se passent sur leurs produits, leurs formations. Et donc, on l'a dit, hein, le 29 novembre a eu lieu à Grenoble la conférence de presse pour l'annonce de la création de Sequence, donc qui est la startup lancée par Maud Vinet, Tristan Meunier et François Perruchot. Il y avait plusieurs interventions, dont celle de Jean-René Lequepès, oui. Directeur des programmes et directeur adjoint du CEA-Leti, et Jean-Luc Moulet, directeur général délégué à l'innovation du CNRS, puisque c'est un peu issu de ces deux instituts. Tu as suivi du coup cette annonce? Tu veux rajouter des petites choses? Parce que si J'y étais pas. on a attendu, on a eu les noms de code, ça fait longtemps qu'on espère qu'elle sorte, donc on est ravis que ça y est, elle soit là. Début d'une nouvelle aventure. C'est vrai que c'était attendu depuis longtemps, hein. Ce projet, il a germé il y a déjà plusieurs années. C'est d'abord un projet de recherche, hein, CNRS et CEA, et petit à petit, c'est devenu un projet entrepreneurial. Alors, c'est un projet entrepreneurial dans la même lignée que beaucoup d'autres startups du quantique, qui est dans le registre du long terme. C'est-à-dire qu'on ne va pas promettre de faire un ordinateur quantique scalable tout de suite. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que la promesse à long terme qui a été faite par Maud Vinet à l'occasion de ce lancement, c'est de dire on vise 100 000 qubits. Alors, ça fait beaucoup, 100 000 qubits, hein. Mais paradoxalement, c'est raisonnable par rapport à d'autres projets, puisque son concurrent presque direct, qui s'appelle Dirac, qui est australien, lancé par Andrew Dirac, lui, il annonce carrément des milliards de qubits. C'est probablement un peu exagéré. Psyquantum, qui est dans les photons, eux, ils annoncent 1 million.
Donc, on est presque raisonnable quand on dit qu'à 10 ans, on fera 100 000 qubits. Mais le défi technologique est énorme, hein. C'est très difficile de faire des qubits, quelle que soit la nature d'ailleurs, dans ces ordres de grandeur-là. Alors, l'accent de ce lancement, qui n'a pas révélé grand-chose, hein, c'est normal, hein, les startups gardent un petit peu de la réserve, hein, pour faire des annonces technologiques. C'était surtout l'accent mis sur les forces de la filière des semi-conducteurs de Grenoble. On sait que c'est un écosystème qui est très dense, avec ST Micro, Soitec, les labos du Leti, plus ce qui se passe à l'Institut Néel au CNRS. Donc, en gros, c'est presque plus une annonce sur l'écosystème qui entoure la startup que le contenu détaillé de ce que veut faire la startup. Et Maud, d'ailleurs, a fait une présentation que j'ai vue relatée par les médias, qui était très orientée sur les cas d'usage du calcul quantique. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Maud reprend ou amplifie une sorte de thèse sur les usages du quantique que je trouve assez fréquente maintenant dans l'écosystème, qui est de dire, nous, on vise les usages qui vont changer le monde, quoi. Ce qu'on appelle les usages à impact. Maud est très sensible à ça, elle insiste beaucoup là-dessus, pour faire en sorte qu'en gros, ce soit des usages qui soient plus tournés vers des questions d'optimisation de l'énergie, de résoudre des problèmes liés à la capture du carbone, résoudre des problèmes liés au monde de la santé, alors qui sont des problèmes que le calcul quantique permettra peut-être de résoudre à très long terme, mais qui font un peu plus rêver que de parler de finance ou de logistique, quoi. Oui, alors j'en parlais hier avec d'autres personnes. C'est vrai qu'il y a la nouvelle génération demande beaucoup au monde de la recherche de faire de la recherche éthique. Et pendant longtemps, c'était on fait de la recherche parce qu'il faut avancer et que si on commence à mettre l'éthique dedans, ça peut nous freiner. Mais en même temps, il y a une vraie volonté de dire on fait de la recherche pour en faire des choses bien. Et bon, c'est toujours compliqué, hein, mais c'est un vrai sujet C'est paradoxal. C'est oui, paradoxal parce qu'en fait, le jour où l'ordinateur quantique marchera à grande échelle, bah, les gens l'achèteront pour pourquoi il sera utile. Et si les gens l'achètent pour faire de la finance et des transports, bah, ça se vendra. Tu ne décideras pas que tu le vends que à des gens qui changent le monde c'est ça. positivement, quoi. Mais Ouais, essayer de le pousser malheureusement. et de le donner avec des valeurs, c'est toujours Oui, bien oui, aussi. c'est une manière d'afficher des valeurs quand on crée la société dès le départ. Voilà. J'en C'est discutais intéressant. avec des jeunes il n'y a pas longtemps et je leur disais, vous savez, le problème, c'est que n'importe quoi peut être tourné en arme, en fait, y compris une petite cuillère. C'est plutôt qu'est-ce qui va en être fait et qui va en faire et comment on légifère et à quel moment. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise recherche. Il y a qu'est-ce qu'on va en faire après de cette recherche. Mais si on commence à réfléchir, en fait, on ne ferait rien et on n'aurait pas l'électricité qui a permis de Exactement. rendre Ouais, ouais. des gens, de donner du confort à des gens, même si là, on va rentrer en restriction a priori. Mais ça, ce n'est pas notre actualité à nous. On va laisser les grands médias en parler. On va revenir à une autre start-up, Pascal. Alors là, tu as été les visiter. Tu as été faire un petit tour dans les labos. Qu'est-ce qu'il y a de neuf chez eux Qu'est-ce qui a bougé, hein? Alors, j'ai eu l'occasion effectivement de déjeuner avec Georges, Olivier Raymond et son équipe, et puis de visiter les labos, entre guillemets, c'est plutôt les salles d'intégration des machines que j'ai vues. Nous deux, on était allés voir l'équipe d'Antoine Brouès C'est vrai et qu'on son avait été les labo visiter à l'époque où à c'était l'Institut encore en d'optique. labo. Maintenant, ils ont des vrais C'était il y a 3 bureaux ans. avec des vraies salles Et c'était il y a 3 ans. On était allé en 2019, il y a 3 ans, à l'IOGS. Là, c'est dans leur bureau à eux, qui sont pas loin du RER Massy-Palaiseau. Et j'ai surtout essayé de comprendre comment fonctionnait la machine au niveau de ses différentes composantes, notamment parce que je m'intéresse à la question énergétique, donc pour voir un petit peu par où passe l'énergie qui est consommée. Et c'est d'ailleurs assez raisonnable dans le cas d'un calcul quantique à base d'atomes froids. Ça consomme visiblement autour de 2 kilowatts en manière courante, donc c'est pas beaucoup. J'ai pu voir à la fois la machine existante qui s'appelle Fresnel, qui est dans le cloud aujourd'hui avec quelques clients, et aussi les générations suivantes qui sont en train d'être mises au point et qui permettront d'avoir un plus grand nombre de qubits que les 100 qubits qu'on a aujourd'hui. Le petit truc croustillant que j'ai découvert pour la vulgarisation que je trouvais rigolo, c'est que le fameux rubidium qui est utilisé dans les ordinateurs de ce type-là, c'est en fait un consommable. Et c'est assez marrant de voir comment ça fonctionne, en fait, parce que en fait, ils ont une petite éprouvette qui fait quelques centimètres de haut, qui contient de l'ordre d'1 gramme ou 2 grammes de rubidium, qui est chauffé par un dispositif qui passe par ce qu'on appelle un mode 2D, c'est-à-dire un système qui va le préparer et chauffer les atomes sur une barrette en 2D, puis après qui va l'envoyer à l'intérieur d'une chambre qu'on appelle un mode 3D.
où les atomes, après, vont être piégés et contrôlés par des lasers. Mais une fois que les atomes ont été utilisés par juste un run de calcul, en fait, les atomes, ils sont aspirés par une pompe et après, ils vont dans un réservoir poubelle. Et alors, j'ai posé la question, mais alors, votre éprouvette, là, elle permet de tenir combien de temps? Ils ont dit, ouais, environ 1 an. Sachant qu'on utilisera des milliers de fois l'éprouvette. Donc, en fait, ils utilisent des pouillèmes de microgrammes Ouais. à chaque opération. Et donc, à la fin, ils jettent le reste. Ils jettent ce qui a été consommé. Donc, la question que je me suis posée après, c'est quelle est la production de rubidium dans le monde? Je pense qu'elle est assez importante par rapport à ces besoins-là. Mais c'est quand même marrant, quoi. Par contre, tu ne peux pas l'acheter à Castorama, le rubidium, ni à Laura Merlin, mais ça ne coûte pas très cher, en fait. C'est-à-dire que la Il nous petite avait dit éprouvette. déjà il y a 3 ans, hein, c'était Ouais, pas. donc la petite éprouvette, elle coûte quelques centaines d'euros et elle tient 1 an. Donc, c'est moins que l'essence d'un SUV. Donc, ça reste raisonnable. Alors, en fait, l'autre truc intéressant, et dans les discussions que j'ai eues avec eux, c'est que Pascal, en fait, c'est quand même une des rares sociétés qui a une machine qui n'est pas très loin de permettre de faire des choses utiles, notamment dans la simulation chimique. Même si l'atteinte d'un avantage quantique, comme on l'appelle, est plutôt planifiée dans les années qui viennent pour le jour où ils atteindront 1 millier d'atomes contrôlés. Aujourd'hui, ils sont une centaine. En labo, ils ont montré qu'ils étaient capables de dépasser 300. Mais en gros, ça donne un horizon qui n'est pas très lointain, qui à la limite est beaucoup moins lointain que ce qu'on appelle le NISQ, c'est-à-dire l'ordinateur à base de portes quantiques avec des taux d'erreur raisonnables. Même avec de la correction d'erreurs ou de la mitigation d'erreurs. Là, le calcul quantique à base de ces systèmes qui se programment différemment semble prometteur à un horizon qui est moins lointain que le NISQ. Donc, c'était intéressant. Ouais, et alors, en plus de ça, le même jour, tu as rencontré l'APM. J'ai rencontré, non, c'était pas le même jour, moi j'ai visité le lundi. Et le vendredi, j'intervenais au SGPI pour décrire les intérêts et les beautés du quantique en 10 minutes devant une assemblée contenant les directeurs des organismes de recherche et tout un tas de gens de l'administration. Et une demi-heure et quelques après moi, il y avait la Première ministre qui intervenait. Mais elle n'était pas là quand Madame j'intervenais. Elisabeth Borne. Hein, Et parce que c'est Elisabeth Borne, l'APM, mais effectivement, c'est Madame qui la le Première. matin qui le matin avait visité l'IOGS et donc avait rencontré l'équipe de Pascal, avait rencontré Alain Aspect, qui était d'ailleurs là à l'événement au SGPI. Bon, voilà. Et c'était pourquoi? C'était pour fêter le premier anniversaire de France 2030, qui est le nouveau nom, en gros, des programmes d'investissement d'avenir et du SGPI, dans lequel se situe la stratégie nationale quantique. Alors, une autre actualité, c'est Candela qui a lancé sa première offre de calcul quantique dans le cloud, avec OVH Cloud. En tout cas, ça tourne sur les infrastructures OVH. Donc, ils ont communiqué sur la mise en route de leur premier calculateur quantique dans le cloud, avec Perceval, hein, bien évidemment, qui est disponible. Ils disent qu'ils peuvent aller aussi bien ils font de l'émulation jusqu'à 12 qubits actuellement. Donc, c'est pas mal. Hein. L'émulateur, potentiellement, avec la bonne puissance de machine, il pourrait monter au moins jusqu'à 20. C'est intéressant de voir que maintenant, on peut émuler et préparer et faire tourner des algos sur ces machines. Oui, alors j'ai toujours du mal à savoir combien de qubits ils ont réellement. Hein. Alors, Il semblerait que ce soit entre 2 et 5 aujourd'hui. La machine ça peut aller jusqu'à 5 qubits. La machine, non, mais aujourd'hui, ils en ont 5 ou il me semble qu'ils en ont un peu moins que ça, mais bon, aujourd'hui. Là, a priori, c'est 5. C'est ce qui a été annoncé. Et par contre, l'émulateur va jusqu'à 12 sur un notebook, un PC, et sur les infra OVH, mais pourra monter avec la bonne puissance de CPU derrière jusqu'à 20 qubits. J'ai repris juste les informations publiques qu'ils ont annoncées. Ils disent ils vont aller jusqu'à 5 qubits à court terme, et ils seraient 2 aujourd'hui, et ils vont aller jusqu'à 12 l'année prochaine. Bon. Et up to. Voilà. Mais les up to, je me méfie un peu. C'est normal. Sur les photons, il y a encore peu de qubits pour l'instant, et ils vont augmenter ça progressivement, quoi. Bon. On va sortir de France à Xanadu qui lève 100 millions de dollars. C'est bien, c'est une bonne avancée, c'est un bon montant. C'est un bon montant. Il y a pas mal de startups françaises qui cherchent ça en ce moment, donc c'est pas mal. Mais en même temps, c'est un peu en creux, c'est que c'est le même montant qu'ils avaient obtenu à la levée précédente. Alors en général, une startup, quand elle fait une deuxième levée,
enfin une levée N+1, souvent elle monte les enchères. En gros, elle lève encore plus pour accélérer la croissance. Sauf qu'ici, quand une start-up quantique fait une série C, comme on dit, une nouvelle levée de fonds, c'est pas pour augmenter le chiffre d'affaires. C'est pour proroger un investissement en R&D qui va durer très longtemps. Donc, il y a peut-être une certaine logique à ce que les levées de fonds n'explosent pas, comme ça a été le cas pour Psyquantum, il fut un temps, où ils étaient passés de 100 et quelques à 450, leur dernière levée de fonds il y a 2 ans, avec un total de 725, je crois, de tête. Donc là, bon, c'est entre les deux, quoi. Alors, par contre, ce tour de financement, il a fait rentrer de nouveaux investisseurs, ce qui est plutôt bien. Parce que si on n'a que les investisseurs traditionnels, c'est moins intéressant, quoi. Là, il y a plus d'investisseurs, donc ça veut dire qu'ils ont réussi à obtenir la confiance d'un plus grand nombre de personnes, quoi. Voilà. Là, on attend par contre qu'ils livrent quelque chose, parce que là, en juin dernier, ils avaient fait beaucoup de bruit avec leur Gaussian Boson Sampling, qui était un système qui reprenait le système chinois de suprématie quantique à base de photons, j'appelle ça un mélangeur de photons dans un interféromètre, qui était censé être programmable, qu'ils ont mis dans le cloud via Amazon. Mais en fait, en pratique, ils auraient plus ou moins abandonné cette technologie pour revenir à leur technologie d'origine, qui est de faire ce qu'on appelle du QMOD, donc des qubits à variable continue. Donc pour l'instant, on peut dire qu'ils sont entre deux eaux, mais ils ont quand même des offres dans le cloud à petite échelle. Donc voilà, il faut les suivre aussi dans le monde des photons. Alors, on va passer à la catégorie science. Et donc, encore un peu d'actu. Avec la visite de l'IRIG à Grenoble, c'était le 21 novembre. Tu as passé la journée à visiter le laboratoire Félix de l'IRIG, qui est dirigé par Manuel Houzé. Qui as-tu vu? J'ai vu beaucoup de monde en une journée, je crois que j'ai vu plus d'une douzaine de personnes. Et j'étais assez impressionné par ce laboratoire dont je connaissais l'existence, mais que j'avais jamais vu de manière extensive. Nous-mêmes, on avait ou croisé ou rencontré Silvano De Franceschi, qui est un collègue de Maud Vinet et Tristan Meunier dans les qubits silicium. On connaissait Xavier Vintal, qu'on a reçu dans un décode quantum il y a presque 2 ans maintenant. Et en fait, c'est un laboratoire de 200 personnes. Il y a 200 chercheurs dans cette équipe, dans un labo lui-même qui fait 1200 personnes, qui fait partie de la direction de la recherche fondamentale du CEA. Et alors là, j'ai vu un nombre de gens travailler sur un nombre de sujets absolument incroyable. Donc, en plus de Silvano, avec qui j'ai fait le point sur les qubits de silicium et silicium-germanium, j'ai rencontré un certain Yann-Michel Niquet, qui est souvent un co-auteur de papiers avec Maud Vinet et Tristan Meunier. Alors lui, il travaille sur la simulation numérique des qubits de silicium. Donc, il crée les modèles qui permettent de les mettre au point de manière, en fait, avec des jumeaux, des jumeaux virtuels, enfin, comment on appelle ça? Oui, des jumeaux, hein, des jumeaux numériques. Hein. Ouais. J'ai rencontré une équipe avec Lucian Prebibaunu qui est spécialisé, lui, dans la spintronique. Donc, la spintronique, ce n'est pas vraiment une technologie quantique au sens classique du terme, mais c'est quand même quantique. C'est en gros de l'électronique presque classique s'appuyant sur les spins des électrons. Et il y a un gros effort de recherche en France là-dessus, aussi bien dans ce labo que par exemple avec l'équipe de Julie Grolier chez Thales TRT à Palaiseau. Et moi, ça m'intéressait pour un cas particulier, qui est que cette technologie, elle a un avantage potentiel, c'est qu'elle peut servir à créer des mémoires à basse température qui pourraient compléter la logique de contrôle de qubits à très basse température qui elle-même repose sur des jonctions Josephson et donc des technologies supraconductrices. Et donc, ça peut avoir un intérêt dans le cadre du calcul quantique, même si ce qui est recherché n'est pas forcément développé dans ce cadre-là. Alors, j'ai vu aussi une équipe, alors qui est moins connue, notamment avec Julia Meyer, qui travaille sur les fermions de Majorana. Ça t'en bouche un coin, ça. La fermion de Majorana, on pensait qu'il n'y avait que Microsoft qui travaillait dessus. Ben non, il y a plein d'autres labos dans le monde qui posent dessus. Et donc, ils travaillent là-dessus. Alors, évidemment, c'est du TRL très bas, c'est du très long terme, mais ils continuent à essayer de trouver. Oui, mais il y a quand même un espoir sur ce fameux fermion voilà. qui est le plus beau des qubits. J'ai rencontré un Michele Felippone qui m'a, lui, épaté avec ce qu'il faisait sur le graphène, qui présente des effets supraconducteurs quand on superpose des feuilles de graphène en les décalant de quelques degrés. On appelle ça la twistronique. C'est un nouveau nom à mettre dans le bouquin. Tu connaissais la twistronique? Non. Hein, le jeu de twist où tu mets les mains, les bras dans tous les sens. C'est pas le twist pour danser, hein, c'est la twist, c'est le mélange de spintronique et de twist, c'est mignon. J'ai rencontré aussi une équipe avec Jean-Pascal Brison et Gérard Laperto qui travaillent sur les matériaux quantiques et qui créent des cristaux composites divers avec des fours et tout, c'est absolument dingue. Et puis après, j'ai rencontré l'équipe de Jean-Michel Gérard qui, elle, travaillait sur la photonique quantique.
en liaison avec Coletti, avec Ségolène Olivier. Alors, eux, ils font des sources de photons uniques, des détecteurs supraconducteurs de photons, et il faut avancer le champ en parallèle avec ce que fait Pascal Senella à Candela, Anaïs Dréau au laboratoire Charles Coulon à Montpellier. Et donc voilà, c'est une équipe sympa, enfin une équipe très intéressante, qui vraiment est sur des TRL bas, qui travaille sur la recherche fondamentale, mais c'était intéressant de les suivre. Voilà, une journée. Alors, une autre annonce, hein, c'était au début du mois, le Centre de calcul quantique britannique NQCC a annoncé la nomination d'Elam Kashifi comme Chief Scientist. Ça vient il vient de poindre, hein, cet institut. Il va accueillir des ressources matérielles, logicielles, humaines du calcul quantique, du plan quantique britannique. Ça implique quoi pour Elam? Elle change de pays, parce qu'elle est très impliquée au LIPSIS. Qu'est-ce que ça change? Alors, deux choses. Alors, le NQCC, il a été annoncé il y a 3 ans maintenant. Il fait partie, en gros, de la deuxième vague du plan quantique du Royaume-Uni. C'est un centre de calcul très from scratch. C'est assez différent de l'approche du GNC qui pilote le TGCC géré par le CEA ou le IDRIS géré par le CNRS qu'on avait visité il y a 1 an. Eux, ils ont carrément créé un bâtiment qui est en train d'être construit et dedans, ils vont mettre des ordinateurs quantiques, probablement des calculateurs classiques autour. Et ils vont développer des connaissances et des compétences, notamment logicielles, autour de ces machines-là. Alors, pour ce qui concerne Elam, elle est toujours à Paris, elle est toujours basée à Paris, elle est toujours l'IPSIS, elle est toujours cofondatrice de VeriCloud, mais il faut savoir que depuis des années, elle avait un poste de professeur à l'université d'Édimbourg, en Écosse. Et donc, en fait, sur son temps qui était alloué à cette activité-là, elle va jouer un rôle de chief scientist de ce centre de calcul. Et par certains côtés, elle va jouer un rôle qu'elle aime bien jouer depuis longtemps, c'est d'être une sorte d'avocate du rapprochement entre la France et le Royaume-Uni. Elle est une des rares chercheuses et chercheurs qui créent le pont entre les deux pays. Et en plus, dans un domaine qui n'est pas forcément notre point fort, qui est le domaine de l'ingénierie logicielle. Donc, c'est bien, quoi. On ne l'a pas perdue, elle est toujours en France, mais elle continue à jouer ce rôle de pont avec le Royaume-Uni. Alors, une autre annonce, c'était celle d'IBM Osprey, une annonce de 433 qubits. Est-ce que c'est impressionnant ou pas? Alors, est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle Osprey? Non. Parce que les noms des ordinateurs quantiques d'IBM ont tous des noms d'oiseaux. Ah oui. Eagle et tout ça, voilà. Donc, C'est quoi Osprey, Osprey en français? je sais même pas ce que c'est comme oiseau, mais je sais bah que c'est un voilà, oiseau. tu fais le malin, mais tu n'as pas été Je fais le vérifié. malin, mais je ne sais pas. Si on fait Google, on va trouver. Pas Mais, faucon, un truc comme ça. Non, c'est c'est hawk. possible. Ouais, c'est possible. C'est un Enfin, rapace. en fait, pour moi, c'est surtout un avion. Parce que le Osprey V22, c'est un avion, c'est un balbuzard d'après Google, enfin d'après ce que je trouve. C'est un oiseau qui s'appelle un balbuzard, qui est un poisson pêcheur. Et alors, c'est le nom qui a été choisi par l'armée américaine, l'US Air Force, pour un espèce d'avion à hélice qui décolle verticalement et vole horizontalement avec des hélices, qui a connu d'ailleurs beaucoup d'accidents à son lancement. Donc, je ne sais pas s'il y a un lien. C'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. Maintenant, il est opérationnel dans l'armée américaine. Mais bon, c'est rigolo qu'ils aient pris ce nom-là. Alors, 433 qubits sur le papier, c'est impressionnant. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'ordinateur quantique qui a le plus grand nombre de qubits au monde. Bon, le seul problème, c'est que ça ne sert à rien. C'est ça le paradoxe. Ça ne sert à rien parce qu'en fait, en l'état actuel des choses, la fidélité que ces qubits ont est largement insuffisante pour qu'on puisse exploiter tous les qubits en même temps pour un calcul décent. Cependant, comme je l'ai décrit dans un article que j'ai publié au moment de cette annonce-là, début novembre, il y a des progrès intéressants qui ont été faits dans ce domaine-là. Il y a des éléments technologiques qui sont directement liés à Osprey, notamment au niveau de l'électronique de contrôle et le câblage. D'ailleurs, c'est le câblage qui est dans le cryostat qui est le plus impressionnant. Ils ont réussi à caler dans 3 nappes, donc 3 nappes flexibles de câbles, la totalité des câbles descendants qui contrôlent les qubits. C'est quand même impressionnant, ça. Ils ont réussi aussi à faire rentrer toute l'électronique de contrôle classique dans un seul rack à l'extérieur du cryostat. Alors que jusqu'à présent, il fallait plusieurs racks pour contrôler une 50aine de qubits, comme chez Google. Donc, de ce côté-là, c'est assez impressionnant. Alors, en même temps, ils annonçaient un peu en trompe-l'œil des progrès liés à un autre processeur qui s'appelle Falcon R10, qui est un processeur sur lequel ils ont annoncé, qui fait 27 qubits uniquement. Et ils ont annoncé quelques progrès
dans la qualité des qubits sur ce processeur-là. Bon, notamment, ils annoncent que le quantum volume est passé à 512. Bon, concrètement, ça veut dire qu'on peut utiliser 9 qubits sur les 27. Bon, ils ont annoncé d'autres figures de mérite, mais ce n'est pas complet. Il n'y a pas d'informations sur Osprey. On sait juste que le temps de stabilité, c'est de l'ordre de 100 et quelques microsecondes. Il n'y a pas beaucoup d'infos, en fait. Donc, en fait, ce qu'on sait, c'est qu'il faut être patient. IBM est censé faire d'autres annonces l'année prochaine, avec notamment un processeur qui s'appelle Heron, qui contiendra 133 qubits, qui aura peut-être les fidélités de Falconer 10, qui sera peut-être capable d'exécuter un plus grand nombre de portes quantiques en régime NISQ, donc en régime non corrigé. C'est compliqué de décoder l'annonce d'IBM. Ils En mélangent tout des cas, choses ils entre le marquent toujours présent, le bien le futur. terrain, ils font Ah, des ça, c'est clair. progrès. Bon, faut dire que Jegan Beta pousse bien le truc et on ne peut pas dire qu'il n'est pas doué sur le sujet. Après, est-ce qu'il va Oui, y non, arriver? l'équipe est douée. Évidemment, IBM, aujourd'hui, très souvent d'ailleurs, beaucoup de gens croient que Google est devant IBM. C'est une erreur, je pense. IBM est largement devant Google. Déjà, en effectif, il y a probablement 4 fois plus de personnes chez IBM que chez Google sur le calcul quantique. En papier publié, en approche full stack pour créer l'ordinateur quantique, en nombre de qubits, même si 433 qubits, ils ne sont pas opérationnels aujourd'hui, en évangélisation du marché au niveau des développeurs, ils ont 400 000 comptes, pas forcément actifs, mais sur Qiskit en ligne, avec IBM Quantum Experience. C'est un des rares acteurs. Alors, ils ont mis le paquet, ils ont dû dépenser autour de 2 milliards de dollars depuis qu'ils font ça, mais c'est un des rares acteurs qui est plutôt bon dans toutes les dimensions, logiciel, développeur, écosystème, hardware, technologie habilitante. Il couvre bien l'ensemble du périmètre, même si pour l'instant, les machines ne sont pas encore réellement utiles. Donc, ils Après, préparent bien c'est le terrain peut-être en un tout peu cas. aussi C'est un leur. pari. C'est un pari énorme. Ouais, c'est peut-être une des dernières chances, ça y est, pour IBM de revenir sur un devant de la scène, non? Oui, oui, certainement. C'est plus important pour eux que pour Google ou même Microsoft. Alors, de l'autre côté de la planète, en Chine, il y a une équipe qui a publié un papier annonçant la création de 2 processeurs de 121 et 36 qubits supraconducteurs. 121 qubits, c'est un record pour la Chine, si je ne m'abuse. Oui, oui, parce qu'ils étaient à 66 avant. Et d'ailleurs, ils ont refait le coup qu'ils avaient fait il y a 1 an ou 2. Bon, déjà, ils ont annoncé la chose en 2 morceaux. Ils annoncent qu'ils ont 121 qubits et en pratique, ils n'en utilisent que la moitié, c'est-à-dire 68. Et sur l'autre processeur de 36 qubits, ils n'en utilisent que 20. Et ils l'utilisent dans quel contexte? Ils l'utilisent dans un contexte qui consiste à créer des qubits topologiques, un peu dans l'idée des qubits de Majorana, mais c'est avec des qubits supraconducteurs. Donc la physique, c'est du qubit supraconducteur, mais dessus, ils créent des qubits topologiques qui utilisent des codes de correction d'erreurs topologiques qui sont censés permettre de corriger les erreurs efficacement. Et on appelle ça des anions non abéliens, c'est un schmilblick complètement incompréhensible. Et donc c'est presque une manière de faire des fermions de Majorana sans fermions de Majorana, en fait. C'est-à-dire de trouver une méthode d'optimiser des codes de correction d'erreur à partir de qubits supraconducteurs. Bon, malgré tout, ils ont publié un certain nombre de fidélités liées à leur qubit physique, et leurs 68 qubits là, extraits sur 121, bon, ils ont des fidélités de porte à 2 qubits qui sont à 99,4%. Bon, c'est bien et pas bien à la fois. C'est à peu près ce qu'IBM obtient c'est un peu moins bien que ce qu'IBM fait sur 27 qubits. C'est mieux que ce qu'IBM fait sur 127 qubits de l'année dernière, mais comme ils sont qu'à 68, ça ne veut rien dire. Donc en fait, ils ne sont pas réellement en avance sur IBM ou Google sur la qualité des qubits, mais par contre, ils ont expérimenté ça. Alors, il faut savoir que Google a publié aussi un papier sur une espèce d'émulation de fermions de Majorana sur des qubits supra. Donc, c'est une approche, en gros, qui est une sorte de variation des études sur la correction d'erreurs, en fait. Et c'est compliqué, la correction d'erreurs. Il y a plein de méthodes différentes. On en parlera d'ailleurs dans un décode quantum bientôt avec Anthony Leverrier. C'est un vaste sujet, ça. Alors, du côté de chez Microsoft, on a parlé un petit peu, eux, ils ont publié un outil logiciel servant à estimer les ressources matérielles nécessaires à l'exécution d'algorithmes quantiques. Ça s'appelle Microsoft Resource Estimator, rien que ça.
C'est pas Terminator, mais c'est Estimator. Euh, est-ce que c'est efficace ou est-ce que ça se base que sur certaines technos, ces besoins de ressources? En fait, cet outil-là, il permet de valoriser les fermions Majorana qui ne sont pas encore au point. Et il est clairement positionné sur ce qu'on appelle le régime FTQC, c'est-à-dire le régime de tolérance de panne. Donc eux, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens chez eux, comme Fabrice Frachon, qui est basé aux États-Unis, qui est responsable de la partie logicielle de Quantum Azure. Ils pensent que le NISC ne marchera jamais. Et ils essayent de mettre au point les machines avec des fermions Majorana pour faire de la tolérance de panne. Et donc, ils ont créé un outil qui permet d'estimer le nombre de qubits, en gros, et le nombre de portes quantiques qui sont nécessaires pour exécuter un algorithme dans le régime de la tolérance de panne. Donc, qu'est-ce qu'on entre dans le système? D'un côté, on entre du code qui est écrit ou en Q-Sharp ou en Qiskit, et qui est converti après dans un langage intermédiaire qu'on appelle le QIR, le Quantum Intermediate Representation, qui a été co-créé par Rigetti, Microsoft et d'autres acteurs, une espèce de standard qui d'ailleurs est piloté par la fondation Linux de mémoire. Et d'autre côté, on définit les caractéristiques des qubits, c'est-à-dire leur fidélité, leur connectivité, etc. Et en sortie, ça dit il faut tant de qubits physiques et tant de portes quantiques. Et ça peut être chiffré, en gros, les besoins en matériel. D'ailleurs, c'est intéressant pour la Quantum Energy Initiative que j'ai cofondée avec Alexia Ofev et Robert Whitney et Janet Spetz-Stosser, c'est que ça nous permet potentiellement d'imaginer sur des algodonnées, d'estimer les ressources qui sont nécessaires au niveau des qubits. Après, il y a tout un tas de travail à faire une fois qu'on a le nombre de qubits. Alors, l'exemple, par exemple, c'est que on aboutit à des millions et des millions de qubits pour des algos comme Shor, ça on le savait, mais les équipes d'Alice and Bob ont testé cet outil. Ils ont intégré dedans les paramètres de leurs qubits qui sont en cours de mise au point, les fameux qubits de chat, et ils ont obtenu un besoin de 130 000 qubits physiques de chat pour casser une clé RSA 2048 bits. Ce qui est beaucoup moins que les 20 millions de qubits qui étaient estimés depuis 3 ans pour des qubits superconducteurs classiques. C'est normal puisqu'on sait que les qubits de chat sont censés corriger nativement les erreurs de flip, donc les erreurs entre 0 et 1, mais pas les erreurs de phase. Et l'erreur de phase qui reste à corriger est censée être corrigée avec moins de ressources. Et c'est pour ça qu'on obtient un nombre de qubits physiques moins important pour les qubits de chaque avec des qubits supraconducteurs. Le nombre de qubits logiques est à peu près le même, c'est autour de 6000 selon les méthodes qui sont employées. Ça veut dire qu'on peut crier de nouveau un peu au loup. Au loup, c'est-à-dire que l'algo de Shor pourrait tourner plus vite qu'on ne le pense. Non, il ne tourne pas très vite d'ailleurs, l'algo de Shor. Il dure plusieurs heures pour non, mais quel que soit. Il arriverait plus rapidement que prévu et casser. Pas forcément, parce que la mise au point des qubits de chat n'est pas très rapide. Donc, en fait, rien ne garantit que les 130 000… C'est difficile à scaler le nombre de qubits de chat, mais par contre, si on les a et si à un moment on y arrive… Sur le papier, on pourrait dire qu'arriver à 130 000 qubits de chat, c'est plus simple que 20 millions de qubits supra. Mais bon, il faudrait déjà qu'il y en ait deux qui marchent. Pour l'instant, on en est là. Et il faudrait être sûr que… déjà, on arrive à faire au moins un qubit logique qui améliore d'un ordre de grandeur le taux d'erreur des qubits physiques. On n'y est pas encore. Olivier, on est largement au-delà de la demi-heure. Je préfère te le préciser. Oui, c'est normal. Je vais t'accélérer un peu. Eline Diamonti et Jordanis Kirenedis ont publié un papier portant sur la simulation d'un réseau quantique urbain avec ressources d'intrication. Kizako. Je ne sais pas, j'ai vu d'ailleurs un article qui a été publié dans un journal français qui disait qu'on allait créer un réseau à la taille de Paris, qui allait tout quantique et tout et tout. C'est un peu de la fumette, ça, enfin, la partie grand public. Alors, le papier d'Eleni et Jordanis, il vise en fait, et de Thésard, qui bosse pour eux, il vise en fait à estimer la manière dont on pourrait constituer un réseau quantique de deuxième génération à base d'intrication à grande échelle, avec des nœuds, avec un réseau étoilé, donc avec une vraie architecture de réseau. Et ils ont utilisé d'ailleurs pour faire ce papier un outil qui s'appelle NetSquid, qui est en fait un outil qui permet d'estimer les effets du bruit sur les taux de partage de clés et qui permet d'estimer la viabilité d'un tel réseau. Et donc, en fait, c'est une sorte d'architecture et de méthodologie pour estimer la viabilité du système. Et ils ont abouti au fait que c'était viable sur le papier. Bon. L'autre point intéressant, c'est que
Ce genre de réseau permettra notamment de mettre en place le Blind and Verifiable Delegated Computing, qui est la technique sur laquelle travaille justement Ilham Kashefi, qui permet de relier des clients quantiques à des ordinateurs quantiques, permettant de sécuriser la communication de manière quantique entre quelqu'un qui demande à déclencher un calcul quantique et la machine qui l'exécute. Donc, c'est très intéressant, mais ça reste un papier théorique. C'est un papier théorique qui permet de voir comment on pourrait architecturer de manière viable des réseaux quantiques de deuxième génération, en fait. Bon. Et d'ailleurs, au même moment, dans le même domaine, l'équipe de WeLink et côté LKB, donc avec Tom Darras et Julien Laura, avec qui Eléi Gamanti sont associés dans la startup WeLink, ils ont publié justement un préprint sur Archive avec un protocole de conversion de qubits photons entre leurs variantes à variables discrètes et continues, qui permettra de contribuer à créer le réseau quantique cité juste avant. Donc voilà comment des chercheurs français contribuent à faire avancer l'état de l'art. Bon, allez, ma dernière news, ma favorite. Ah bah, je suis sûr que tu vas l'aimer, celle-là. Le wormhole de Google. Alors, on peut faire des trous de verre avec un ordinateur quantique, Olivier? Bah, c'est un énorme bullshit, ce truc. C'est le paradoxe de la science. Le papier scientifique qui est lié à ce fameux trou de verre quantique, il est sérieux, mais la petite raille qui a été choisie et par les scientifiques et qui après a été repris par les médias plus ou moins spécialisés qui l'ont repris, sont partis en sucette en fait sur le sujet. Le seul endroit d'ailleurs où j'ai trouvé une information fiable sur la question, c'est sur Twitter, dont on dit beaucoup de mal en ce moment, mais il y a encore des physiciens qui sont sur Twitter, ils ne sont pas tous partis pour Mastodon ou je ne sais pas quoi, et donc sur Twitter, on trouve des explications assez claires de ce dont il s'agit. Alors ce dont il s'agit, c'est que les trous de verre, c'est un modèle de cosmologie particulier permettant d'aller traverser l'espace-temps pour accéder à un autre endroit en passant en gros par le soupirail, quoi, en allant plus vite. Et cette notion de trou de verre est associée à des modèles mathématiques. Et ces modèles mathématiques, ils peuvent éventuellement être simulés numériquement sur un ordinateur quantique. Et ce petit modèle mathématique qui simule vaguement un trou de verre, il a été simulé sur un ordinateur quantique de Google avec 9 qubits et 164 portes quantiques à 2 qubits. Alors, pour que les gens comprennent bien, 9 qubits, ça tourne dans votre mode connecté, voire même dans un ordinateur d'il y a 30 ans. 9 qubits, c'est rien. C'est-à-dire que c'est l'équivalent de, j'avais calculé, de 1000 nombres complexes à gérer dans un tableau, dans un vecteur. Et donc, n'importe quel ordinateur est capable de gérer ça. Donc, il n'y a pas besoin d'ordinateur quantique pour faire ce calcul. Donc, c'est un peu comme si on prenait les équations d'Einstein faites à la main et au stylo, on les met dans une calculatrice, on le fait tourner, et on dit « Ah, on a fait un trou de verre ». On a juste simulé numériquement une formule mathématique liée à la notion de trou de verre. Mais on n'a pas, évidemment, créé un trou de verre, même nanoscopique. Ça te rassure ou pas? Oh bah oui, moi ça me fait toujours marrer. Mais bon, après, je rappelle que je suis arrivée sur le quantique parce que je cherchais à me téléporter. Hein. Donc, oui, chacun ses besoins. Comment tuer ses rêves d'enfant voilà. en faisant de la science. Non, c'est pas pour tout de suite, hein, c'est clair. Hein. Bon, bah, écoute, merci Olivier. On est arrivé au bout de ce 43e épisode de Quantum. On se retrouve dans 4 semaines pour le bilan du mois de décembre. Ah non, peut-être pas. Hein. On ne va pas faire ça en fin d'année. Ah bah si. Bah, ça dépend de ce qui se passera en décembre, on verra. Mais... Je vais m'obliger de faire ça de Las Vegas juste avant le CES. Ah oui, c'est vrai, tu es à Las Vegas, toi. Tu pars au CES. Moi, j'y vais plus. Donc, je te raconterai de quoi mettre dans ton rapport. Je t'enverrai les photos, tu pourras écrire le rapport de la maison et de rester au chaud. Ouais, je vais utiliser GPT-3 pour faire le rapport. Voilà, GPT-3 et tu restes les pieds dans les charentaises. Sur ce, bonne soirée Olivier et merci à tous de nous avoir écoutés. Au revoir.